France Maghreb 2. Eh ben dis donc les amis, bonjour tout le monde. Eh bien merci d'être là les amis dans l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui est avec nous en direct. Et aujourd'hui évidemment elle vient nous parler de son thème du jour avant de répondre à toutes vos interrogations juridiques et ce gratuitement sur l'antenne de France Maghreb 2. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. Vous saviez tous les trucs qu'on vous confie. Oh là 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 là. Ah vous avez des dossiers. Des dossiers de lourd, je crois, chez vous. Hein. Bon, de quoi allons-nous parler? Mais justement, on va parler de la mise en examen aujourd'hui. Qui inspire beaucoup Medjahed aujourd'hui. Voilà. J'ai eu posé des questions, spéciales à Maître Maghrebi. Oui, surtout parce que, par rapport à l'actualité, vous avez trouvé le thème du jour, plein de gens qui sont mis en examen, notamment des grandes pointures, des grandes stars, hein, dont on entend parler, évidemment. Alors, la mise en examen, Maître Maghrebi, de quoi s'agit-il? Alors oui, donc j'ai choisi d'aborder aujourd'hui le thème de la mise en examen parce que, c'est un thème d'actualité vu qu'on en entend, énormément parler. On entend garde à vue, on entend prison, détention provisoire, mise en examen. Mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Oh mais c'est quoi, ça veut dire quoi c'est quoi exactement une mise en examen ?» Donc je me suis dit que j'allais essayer d'expliquer aux auditeurs de façon assez simple ce qu'est la mise en examen. Bien. Donc, alors la mise en examen, c'est donc le fait pour une personne d'être placée en examen. Ça signifie qu'elle est mise en cause dans une enquête qui va être dirigée par le juge d'instruction. Donc, il faut comprendre que on est mis en examen lorsque le juge d'instruction décide de mener une enquête. Donc d'emblée, dès que vous entendez à la télé ou que vous lisez dans les journaux « Ah, telle personne elle est mise en examen », une personne qui est mise en examen, ça signifie de prime abord qu'il y a une enquête qui est dirigée par le juge d'instruction. Donc ensuite, une enquête qui est dirigée par le juge d'instruction, bien évidemment, ça ne suffit pas pour placer une personne en examen. Donc, la personne est placée obligatoirement en examen dans deux situations. La première situation, et c'est celle qu'on rencontre très souvent, c'est lorsqu'il existe des indices graves et concordants prouvant que la personne a une implication dans les faits qui sont instruits par le juge d'instruction. C'est-à-dire que le juge d'instruction mène une enquête. L'enquête qu'il est en train de mener concerne une personne ou des faits où la personne est rattachée à ces faits-là. Donc, on suppose, ou en tout cas, on a des indices graves et concordants, qui laissent supposer que cette personne-là, soit elle a commis les faits, soit elle est concernée de près ou de loin, et souvent de très très près, aux faits qui sont reprochés et pour lesquels il y a une enquête qui est menée par le juge. On peut être également mis en examen lorsqu'on est nommément visé dans un réquisitoire du procureur. Là encore, c'est-à-dire qu'il y a une infraction, en cours et le procureur, lorsqu'il prend son réquisitoire, il vise une personne et donc cette personne-là peut être placée en examen. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est mis en examen, bien évidemment, on a des droits. Donc les droits dont on dispose sont celui, premièrement, d'avoir un avocat. On a le droit d'avoir un avocat lorsqu'on est mis en examen et on a le droit surtout de pouvoir avoir accès à l'intégralité de son dossier. Parce que souvent... ça arrive très souvent, dans 50% des cas, on est placé en garde à vue et à la fin de la garde à vue, on est déféré et on passe devant le procureur qui va décider qu'il va y avoir une instruction, on passe devant le juge d'instruction et là, à ce moment-là, on aura accès à l'intégralité du dossier, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est placé en garde à vue. Donc c'est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on va savoir exactement quels sont les éléments dont dispose que ce soit le parquet ou le juge d'instruction pour pouvoir justifier ou non du placement en mise en examen. Alors, lorsqu'on est mis en examen, mis à part le fait qu'on a accès à tout le contenu du dossier, on a le droit, pour certaines personnes qui ne parlent pas le français et qui parlent une langue étrangère, de bénéficier d'une traduction de tous les actes du dossier. Donc c'est important de le savoir. On peut également demander à ce que le juge procède à des actes d'enquête. C'est-à-dire que le juge d'instruction n'est pas là uniquement pour mener son enquête comme il l'entend, même s'il va mener l'enquête comme il l'entend, mais on peut, lorsqu'on est placé en examen, lui dire voilà, il y a tenter de voir tel élément ou tel élément, ça pourra expliquer telle ou telle chose.
Donc je vous demande de mener tel acte d'enquête. Donc c'est très important de savoir que vous bénéficiez de ce droit-là lorsqu'on est mis en examen. On peut demander l'audition d'un témoin, on peut lui demander de se déplacer sur certains lieux. Bref, il y a plusieurs actes qu'on peut lui demander, et notamment par l'intermédiaire de son avocat. Et donc comment ça se passe exactement la procédure de mise en examen? La procédure de mise en examen, elle se passe par ce qu'on va appeler l'interrogatoire de première comparution. C'est-à-dire qu'on va comparaître pour la première fois devant le juge d'instruction qui va décider, qui va prendre la décision. Est-ce que il considère que vous n'êtes pas touché, il n'y a pas d'indice concordant et grave en ce qui vous concerne par rapport au fait qu'il est en train d'instruire, ou est-ce qu'il considère qu'il y a des éléments? Et dans ce cas-là, il va décider soit de vous mettre en examen, soit il va considérer qu'en réalité les indices ne sont pas si graves que cela ou pas assez concordants, et dans ce cas-là vous allez être juste témoin assisté. Mais c'est durant l'interrogatoire de première comparution qu'il va prendre la décision de vous placer ou non en examen. Maintenant, lorsque vous êtes mis en examen, il y a ce qu'on appelle des mesures de sûreté. Des mesures de sûreté qui sont prises dès le départ. Donc, c'est-à-dire que le juge d'instruction, au moment de l'interrogatoire de première comparution, va décider si des mesures de sûreté sont nécessaires ou pas pour garantir notamment votre présence ou la présence donc de la personne durant l'enquête. Et comment est-ce que le juge d'instruction va pouvoir mettre en place des mesures de sûreté pour pouvoir garantir la présence de la personne durant l'enquête? Eh bien, c'est simple. Il va décider de 3 choses. Il a le choix. Il a le choix de décider d'une mesure de contrôle judiciaire, ou il peut décider d'ordonner une assignation à résidence avec surveillance électronique, ou dans ce cas-là, il peut saisir également le juge des libertés et de la détention s'il envisage une détention provisoire. Donc, lorsque la personne est mise en examen, elle n'est pas automatiquement et obligatoirement incarcérée. Elle peut être sous contrôle judiciaire, elle peut être assignée à résidence avec surveillance électronique, ou elle peut, avec l'accord du juge des libertés et de la détention, être placée en détention provisoire. Et c'est donc on entend beaucoup parler de la détention provisoire en ce moment. Donc la détention provisoire, je vais pas m'étaler sur ça, mais je vais juste vous expliquer dans quel cas on va avoir recours à la détention provisoire plutôt que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence. C'est-à-dire que lorsque le juge il est face à ces 3 choix-là, il va privilégier la détention provisoire lorsqu'il considère que, par mesure de sûreté, on va avoir besoin de conserver des preuves ou des indices matériels, ou il va considérer qu'on a besoin d'empêcher qu'il y ait une pression sur des témoins, des victimes ou leur famille, ou lorsqu'on a besoin d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et des potentiels complices, ou encore de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, ou encore mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, ou enfin lorsque on souhaite mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public. Donc, lorsque le juge d'instruction va privilégier une détention provisoire, c'est pas pour rien. C'est qu'il considère qu'on a besoin soit de faire conserver des preuves et des indices, soit d'empêcher la pression des témoins ou des victimes, soit d'empêcher une concertation frauduleuse, ou surtout de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sachant que la détention provisoire va être privilégiée pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice lorsqu'elle vit à l'étranger. C'est extrêmement important de le comprendre au regard de l'actualité et de tout ce qu'on entend en ce moment. Une personne qui va vivre à l'étranger, pour laquelle on ne pourra pas mettre en place un contrôle judiciaire. La personne ne vit pas en France, donc on ne pourra pas lui demander de venir une fois par semaine au commissariat, pointer et faire plusieurs mesures. Une personne qui vit à l'étranger, on ne pourra pas mettre en place une assignation à résidence avec surveillance électronique. La seule solution qui va s'offrir, en ce qui concerne les 3 mesures de sûreté qui existent, ça va être la détention provisoire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Maintenant, ça ne signifie pas que la personne est coupable.
parce qu'elle va bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le tribunal correctionnel. Et ce n'est qu'à la condition que le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, ça va dépendre de l'infraction, ce n'est qu'au moment où on a une décision de prononcer qu'on pourra considérer que la personne est coupable. Tant qu'elle n'est pas jugée coupable, elle est innocente. Mais on peut la placer en détention provisoire pour garantir en fait son maintien, le maintien de la personne à la disposition de la justice. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Et donc pour finir sur la mise en examen, donc la mise en examen va durer tout le temps de l'enquête du juge d'instruction. Tant qu'il aura besoin d'instruire, la personne sera mise en examen. Et une fois qu'il aura terminé son enquête, il y a deux solutions. Soit il considère qu'à la fin de son enquête, il a des éléments suffisamment probants pour renvoyer la personne devant un tribunal et pouvoir être jugé au regard de tous les éléments qu'il aura rassemblés. Soit il considère qu'il n'a pas réussi à rassembler des éléments suffisants et dans ce cas-là, la personne va bénéficier de ce qu'on appelle un non-lieu. Donc, lorsqu'une personne est mise en examen, comprenez bien, elle peut être placée en détention provisoire, mais elle reste innocente. Et une fois que le juge aura terminé son enquête, il décide de renvoyer devant un tribunal parce qu'il considère qu'il y a des éléments suffisants et à ce moment-là, c'est le tribunal qui va juger et pas le juge d'instruction qui l'aura mis en examen. Soit il considère qu'on n'a pas d'éléments suffisants et dans ce cas-là, la personne va bénéficier d'un non-lieu et elle ne sera pas jugée. Et ben voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la mise en examen. Oui, tenez-vous à carreau, c'est encore mieux. Bon, mais en tout cas ça existe et vous avez maintenant toutes les différences. Voilà, maintenant on attend vos interrogations, vos questionnements évidemment pour toute la partie juridique. Maître Maghrebi Mansouri qui vous répond dès maintenant et ce gratuitement. Il suffit de nous appeler au standard 0892 23 99 50. Quelle que soit la question d'ordre juridique, Maître Maghrebi vous répond. Si vous avez déposé une demande de regroupement familial par exemple, vous avez des refus de visa, vous avez des refus en tout genre, vous avez été escroqué par exemple, vous avez eu quelque chose qui a été livré mais qui n'a pas été conforme et vous voulez vous retourner et savoir quelles sont les procédures, bref, toutes les questions sans relâche de toutes les questions d'ailleurs. Maître Maghrebi est spécialisé, je vous le rappelle, dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également, donc elle en connaît un rayon et donc elle vous attend dès maintenant pour répondre surtout à toutes vos interrogations juridiques et je rappelle que c'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. Plus vous serez nombreux à appeler et surtout appelez vite avant qu'il ne soit trop tard et qu'on puisse plus prendre de questions après. Donc que vous soyez à Paris ou en région parisienne et puis nos auditeurs qui nous écoutent aussi en province, tous ceux qui téléchargent l'application France Maghreb 2, vous êtes tous les bienvenus pour cette émission juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Pas une minute à perdre, on attend vos questions. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans cette émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Et je rappelle évidemment que si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous. Et si vous voulez évidemment qu'elle réponde dès maintenant à vos questions, c'est dès maintenant au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Et je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Et bien sûr, donc elle répond à toutes vos questions. Je crois que j'en ai pas oublié, Maître. Non. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle si vous le souhaitez. C'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Et puis là, vous pouvez nous appeler donc pour vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. On a parlé de la mise en examen tout à l'heure évidemment pour ce thème. Voilà, donc j'espère que c'est un thème qui vous a permis d'avoir plein de situations où vous savez ce que c'est que la mise en examen. Et juste une petite précision, Medjay, si je peux, parce que c'est une question là que j'ai eue. Oui. Le fait d'être en situation de handicap ou d'être malade, bien évidemment, n'empêche pas de pouvoir être mis en examen. Ah oui. D'accord, donc ça parce qu'il y a plein de gens qui... Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est malade ou en situation de handicap, on peut échapper à une mise en examen, mais non.
Ouais, d'accord. Non, Donc non, là, non, voilà. non. C'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est pareil pour tout le La monde. justice, elle est là, voilà. Alors, tout le monde peut, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez donc nous appeler, en tout cas, vous êtes les bienvenus, et vous posez vos questions en direct à Maître Maghrébi, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On a une question tout à l'heure en antenne, d'une auditrice qui demande, elle a déposé une demande de visa touristique, justement pour faire venir sa maman en France, et elle veut savoir si un délai de 1 mois c'est long pour une réponse pour la visa touristique, ou alors ça peut être ou c'est pas normal. Voilà ce qu'elle se demande. Alors non, le délai ça dépend dans quel contexte elle demande le visa. Hein. Si elle demande un visa en urgence pour aller voir un membre de sa famille qui est malade, bien évidemment 1 mois c'est trop long. Ouais. Mais sinon, si on demande un visa pour vacances, voilà, ça peut être ça peut être 30 jours, ça peut être un délai normal. Après, ça dépend aussi du pays, ça dépend de plein de choses. Hein, mais sinon, non, ça me paraît pas choquant. Voilà, donc 1 mois, ça peut être aussi le délai, et ça peut être justement un refus aussi implicite pour les visas où on leur donne forcément une réponse. Alors non, normalement pour les demandes de visa, on a une réponse. D'accord, ça c'est obligé. Voilà, on a une réponse. Si on n'a pas de réponse, si vous n'avez pas de réponse, il faut vous déplacer auprès du consulat pour essayer de savoir ce qu'il en est et avoir la réponse. Bon, et souvent les consuls les guichets évidemment, ils nous disent simplement attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recours après pour si on n'a vraiment pas de réponse? Bah, si on a un refus ou qu'on n'a vraiment pas de réponse, il faut saisir la commission. Il y a une commission qui est mise en place pour ça, pour les refus de visa. Faut vraiment pas hésiter à la saisir et contester si vous estimez que le refus n'est pas justifié. Ou si on vous donne pas de réponse. Voilà, surtout par rapport à ça, d'accord. Très bien. Donc voilà, vous avez aussi vous des questions, mais il y a pas de souci. On vous attend 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, donc pour répondre à toutes vos questions. Et je sais que Dieu sait si vous en avez pas mal. Je rappelle aussi que vous pouvez rester totalement anonyme. Vous savez quoi, en fait, j'ai un souci, c'est que je vous le dis, Maître Maghrébi, aujourd'hui on a carrément cassé le standard. Donc on n'arrive plus à recevoir nos appels. Donc on va voir, j'espère que d'ici là on va essayer de réparer vite fait. Si vous avez envie de nous appeler, en tout cas, n'hésitez pas. On essaie de réparer tout ça très rapidement et on prendra les derniers appels dans un instant. 0892 23 99 50. Bon, on reçoit des messages par texto. Ah oui, mais voilà, ça des textos on en reçoit. Hein, ça, on sait que on a peut-être vraiment un vrai problème de soucis de standard, donc on va essayer de. Et juste une petite précision par rapport au visa, quand on demande parce que là tout à l'heure tu parlais du court séjour, mais il faut savoir que dans une demande de visa long séjour, on peut avoir des délais de 2 mois. Hein. Ah oui, ça voilà. Oui, par contre oui, ça, je pense que les longs séjours. Ça peut être très très long. Hein. 2 mois. Hein. Oui. Voilà, d'accord, 2 mois, très bien. La moyenne pour les courts séjours, c'est 15 jours, en règle générale. Mais bon, ça peut aller jusqu'à 1 mois. Au-delà d'1 mois, vous vous déplacez, vous allez voir. D'accord, mais bon, comme les consuls, c'est vrai que c'est très rare qu'au consulat on reçoit. C'est un peu compliqué. Ou alors il faut appeler le TLS, je sais pas quoi là. Tiens, d'ailleurs, on parlera, peut-être on fera un nouveau thème si vous voulez bien, un de ces 4 pour parler des nouveaux. Apparemment, le TLS Contact en Algérie n'existe plus. Et que ça a été remplacé par autre chose. Donc j'aimerais bien qu'on puisse voir ça de près, Maître Maghrébi. Alors je te suggère d'aller sur la page Facebook Cabinet d'avocats BMM et de nous poster cette petite suggestion, vu que la page a également le but de pouvoir choisir les thèmes qu'on aborde, hein, parce que c'est pas des thèmes que j'invente comme ça, c'est des thèmes d'actualité mais qui me sont souvent demandés par les auditeurs. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, voilà. Donc on va aller sur la page pour le. Donc n'hésite pas, Medjed. Cabinet d'avocats BMM. Je rappelle évidemment que le numéro de téléphone de Maître Maghrébi, évidemment, si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, 06 12 14 34 96. Et là, on va vite mettre les techniciens en marche là pour réparer le standard, parce que je pense qu'il y a un bug vraiment, vraiment sérieux. À tout de suite. Allez, voilà, on revient dans un instant avec vos appels. Si on va peut-être prendre un substitut tout à l'heure de standard, on va voir. Allez, à tout de suite. Pour l'instant, la musique. Hanino sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Merci d'être là.
FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, on a pu réparer notre standard. On va prendre tout de suite les premiers appels. 0892 23 99 50. Ouf, c'est Baya qui nous appelle au standard. Bonjour Baya. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où Baya? De la Moselle. De la Moselle. Saluons tous nos Lorrains et nos Lorraines. Et puis, je rappelle également tous les autres auditeurs, vous pouvez prendre en place aussi 0892 23 99 50. Maître Maghrébi vous écoute, Baya. Oui, en fait, je voudrais faire je ne sais pas comment on appelle ça, je voudrais avoir ramené ma petite nièce d'Algérie. Elle vient de naître pour faire, est-ce que on peut faire la kafala? Je sais pas comment ça se passe pour l'adopter ici. Alors, Petite nièce, hein. Alors, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est, en fait, l'adoption, la kafala, c'est pas vraiment une adoption hein, au terme de la définition de l'adoption, en droit français. C'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Mais si vous bénéficiez d'une kafala dans le pays de la petite, et que vous avez un jugement, donc avec le jugement et avec l'attestation des parents, le certificat de non-appel, vous pouvez faire ce qu'on appelle en fait vous pourrez faire ici une demande. Enfin, en fait, c'est un peu compliqué comme procédure, mais pour faire simple, normalement avec une kafala, vous pouvez demander le regroupement familial. C'est-à-dire que vous la faites venir par le biais du regroupement familial. Sauf que ce qui se passe en règle générale, c'est qu'au niveau de la préfecture, le regroupement familial a du mal à aboutir. Donc, on a souvent, on peut arriver à devoir demander l'exécution de cette décision, la force exécutoire de cette décision, de cette décision, et donc saisir le tribunal pour avoir l'exéquatur. Et avec cette décision-là, on retourne à la préfecture pour leur dire voilà, cette décision s'impose à vous, elle est exécutoire, il faut mettre en place la procédure de regroupement familial. Beaucoup diront que demander l'exéquatur n'est pas obligatoire, parce que ça c'est ce que j'entends souvent, ou que ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a la force exécutoire de la décision normalement quand il y a un jugement qui est rendu. Mais dans la pratique, concrètement, la procédure à suivre, c'est la demande de regroupement familial. Et si la demande de regroupement familial, vous voyez que c'est compliqué et que ça ne va pas aboutir parce qu'on vous dit que la kafala ne vaut rien, et c'est souvent ce qu'on entend, hélas, et ben dans ce cas-là, vous perdez pas de temps, vous demandez l'exéquatur de ce jugement, de cette décision, et vous retournez à la préfecture avec la décision. Moi, j'ai déjà eu des cas où devant le tribunal, quand on demande l'exéquatur, on a l'exéquatur qui nous est refusé au motif que elle est exécutoire de plein droit. Et dans ce cas-là, cette décision de refus où on nous précise qu'elle est exécutoire de plein droit, bah vous l'utilisez à la préfecture, qui elle, vous allez lui dire, mais attendez, si moi le tribunal me refuse l'exéquatur parce qu'elle est exécutoire de plein droit, c'est pas vous, préfecture, qui allez me dire que cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Donc voilà, et donc vous disposez d'une décision qui vous permettra de mettre en place le regroupement familial. Ça fait que, et juste une dernière question sur ce problème-là. Est-ce qu'une femme seule ici qui est divorcée, elle peut faire cette démarche-là? Bien sûr. Oui, je travaille, j'ai un salaire, j'ai un logement. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que je viens de divorcer. Non, mais là, on n'est pas du tout dans le cadre des conditions de l'adoption. Hein. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est voilà, c'est un lien qui est établi avec l'enfant. Oui, c'est le même nom de Et puis vous mettez en place la procédure de regroupement familial. On vous demande pas du tout d'avoir un conjoint pour cette procédure. D'accord. C'était juste cette question. Merci beaucoup. Bah de rien. Je vais essayer j'ai noté votre numéro de portable, comme ça j'essaierai de vous rappeler pour essayer de fixer un rendez-vous. Je sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas de souci. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bon courage à vous, madame. À bientôt, madame. Merci. Merci de votre appel. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé, maître, on a eu un vrai problème de standard aujourd'hui. On fera mieux la prochaine fois. Hein, Il n'y a pas de souci. A explosé. Hein. Je rappelle évidemment que maître Maghrébi est joignable à son numéro de téléphone. C'est le 06 12 14 34 96. Notez bien, 06 12 14 34 96. Uniquement pour les prises de rendez-vous. Maître Maghrébi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Et donc, elle est là en tout cas pour vous répondre et à votre disposition. 06 12 14 34 96. On vous laisse donc, maître Maghrébi, conclure cette émission d'aujourd'hui.
Merci Medjahed, merci à tous les auditeurs pour les textos et pour et pour les appels que vous n'avez pas réussi à passer. Oui. J'espère que ce thème vous aura été utile parce que c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous et ce qu'on entend pour pas déjà pour pouvoir faire valoir vos droits, mais surtout pour pas vous laisser influencer parce que avoir la connaissance et avoir le savoir, c'est aussi un petit peu avoir le pouvoir. Quand on comprend, on est peu manipulable. Donc c'était important de pouvoir vous présenter ce thème-là, comme ça vous ne serez pas dupes et vous comprendrez ce que vous entendez à la télé ou ce que vous lisez dans les journaux. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Maître Maghrebi, évidemment. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle son numéro de téléphone 06 12 14 34 96. Dans un instant, l'actualité. Et puis juste après, on joue pour gagner des tonnes de cadeaux. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Il y a une infraction en cours et le procureur, lorsqu'il prend son réquisitoire, il vise une personne et donc cette personne-là peut être placée en examen. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est mis en examen, bien évidemment, on a des droits. Donc les droits dont on dispose sont celui, premièrement, d'avoir un avocat. On a le droit d'avoir un avocat lorsqu'on est mis en examen et on a le droit surtout de pouvoir avoir accès à l'intégralité de son dossier. Parce que souvent... ça arrive très souvent, dans 50% des cas, on est placé en garde à vue et à la fin de la garde à vue, on est déféré et on passe devant le procureur qui va décider qu'il va y avoir une instruction, on passe devant le juge d'instruction et là, à ce moment-là, on aura accès à l'intégralité spéciale à Maître Maghrebi. Oui, surtout parce que par rapport à l'actualité, vous avez trouvé le thème du jour, plein de gens qui sont mis en examen, notamment des grandes pointures, des grandes stars dont on entend parler évidemment. Alors la mise en examen, Maître Maghrebi, de quoi s'agit-il? Alors oui, donc j'ai choisi d'aborder aujourd'hui le thème de la mise en examen parce que c'est un thème d'actualité vu qu'on en entend énormément parler, on entend garde à vue, on entend prison, détention provisoire, mise en examen. Mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Oh mais c'est quoi, ça veut dire quoi c'est quoi exactement une mise en examen ?» Donc je me suis dit que j'allais essayer d'expliquer aux auditeurs de façon assez simple ce qu'est la mise en examen. Bien. Donc, alors la mise en examen, c'est donc le fait pour une personne d'être placée en examen. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Dis donc les amis, bonjour tout le monde. Merci d'être là les amis dans l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui est avec nous en direct. Et aujourd'hui évidemment, elle vient nous parler de son thème du jour avant de répondre à toutes vos interrogations juridiques et ce, gratuitement sur l'antenne de France Maghreb 2. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. Vous saviez tous les trucs qu'on vous confie. Oh là 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 là. Ah, vous avez des dossiers. Des dossiers de lourd, je crois, chez vous. De quoi allons-nous parler? Mais justement, on va parler de la mise en examen aujourd'hui. Qui inspire beaucoup Medjahed aujourd'hui. Voilà. J'ai eu posé des questions, Grave et concordant, prouvant que la personne a une implication dans les faits qui sont instruits par le juge d'instruction. C'est-à-dire que le juge d'instruction mène une enquête. L'enquête qu'il est en train de mener concerne une personne ou des faits où la personne est rattachée à ces faits-là. Donc, on suppose, ou en tout cas, on a des indices graves et concordants, qui laissent supposer que cette personne-là, soit elle a commis les faits, soit elle est concernée de près ou de loin, et souvent de très très près, aux faits qui sont reprochés et pour lesquels il y a une enquête qui est menée par le juge. On peut être également mis en examen lorsqu'on est nommément visé dans un réquisitoire du procureur. Là encore, c'est-à-dire qu'il y a une infraction, ça signifie qu'elle est mise en cause dans une enquête qui va être dirigée par le juge d'instruction. Donc, il faut comprendre que on est mis en examen lorsque le juge d'instruction décide de mener une enquête. Donc d'emblée, dès que vous entendez à la télé ou que vous lisez dans les journaux, telle personne elle est mise en examen, une personne qui est mise en examen, ça signifie de prime abord qu'il y a une enquête qui est dirigée par le juge d'instruction. Donc ensuite,
une enquête qui est dirigée par le juge d'instruction, bien évidemment, ça ne suffit pas pour placer une personne en examen. Donc, la personne est placée obligatoirement en examen dans deux situations. La première situation, et c'est celle qu'on rencontre très souvent, c'est lorsqu'il existe des indices